Le siècle d'or hollandais va s'épanouir comme un havre au milieu de la guerre de 80 ans, à laquelle se mêle celle de 30 ans, qui toutes deux déchirent l'Europe entre la très catholique Espagne et le monde luthérien et calviniste. La défaite de l'invincible Armada avait sonné le déclin de l'Espagne. Les défaites répétées de ses armées ruineront ses finances. Les conditions étaient réunies pour permettre à Guillaume Ier d'Orange, puis à son fils Maurice d'Orange, d'acculer Philippe II à accepter la trêve de 12 ans, qui permit l'indépendance des 7 provinces du nord des Pays-Bas, aidées par l'Angleterre, la Scandinavie, les États allemands luthériens et paradoxalement la France. Les 7 provinces du nord des Pays-Bas, grâce au chantier naval d'Amsterdam, créeront pendant cette période la plus grande flotte marchande et de guerre du monde qui assureront la maîtrise des mers pendant le siècle d'or. Le nombre de navires construits atteindra le chiffre incroyable de 15 000. Au milieu du XVIe siècle, les populations des Pays-Bas s'étaient massivement converties au protestantisme calviniste. Pendant un demi-siècle, elles accueillirent les huguenots français fuyant les répressions. Ils s'assimilèrent rapidement et constituèrent ensemble une population instruite, compétente et ambitieuse, ainsi que les Juifs marranes d'Espagne. En peu de temps, la population des 7 régions de la République des Pays-Bas passèrent d'1,5 million à 2 millions d'habitants, vivant à 40% dans les villes, au lieu des 15% en France par exemple. L'instauration de la République dans les 7 provinces des Pays-Bas permettra au travers de la liberté d'association et l'autodéfense un véritable pouvoir citoyen indépendant des religions. Les sciences, la médecine et la philosophie, comme l'édition de Descartes par exemple, étaient en plein essor, un véritable îlot de savoir en Europe. La campagne hollandaise atteint un niveau de prospérité unique en Europe. Ses plaines et ses polders fertiles, sillonnés de canaux, ses prairies, nourrissant un élevage sans égal, font la fortune des villageois. Villageois qui connaissent une joie de vivre peu commune en Europe. Dès 1602, la grande place d'Amsterdam voit se dresser le magnifique hôtel de ville et la première banque centrale du monde occidental, la Amsterdamsche Wisselbank, et la première bourse de valeur des Oudebeurs Amsterdam. Son patio peut recevoir jusqu'à 5000 personnes. C'est un véritable forum où s'échangeront les informations, les dernières nouvelles, et où apparaîtront les premiers lobbyistes. Ces 2 entités nouvelles vont permettre d'engager une véritable révolution, la conception de la société anonyme par action vendue auprès du public. L'année 1602 verra la matérialisation de cette somme de talent et d'ambition. En même temps est créée la première banque centrale d'affaires du monde et la première bourse de valeur. On peut parler de la naissance de l'économie de marché, du capitalisme financier. Ce n'est rien moins que la première introduction en bourse d'une société dans le monde occidental. Cette société anonyme par action sera la fameuse Compagnie hollandaise des Indes orientales, la VOC. La mise en vente des actions réunira un capital de 6 millions de florins. Plus de 6 millions de florins seront levés auprès des nouveaux actionnaires en quelques jours. Ces actionnaires vont s'enrichir non seulement par la revente d'actions dont le cours s'envole, mais aussi par l'achat et la revente des premières obligations garanties. Les outils du capitalisme financier et de l'économie libérale face au mercantilisme colbertiste
et au bullionisme sont désormais en place. Dans la République des Provinces-Unies, des actionnaires anonymes, libéraux, tolérants et libres. En France, des manufacturiers aux ordres de Colbert et d'un roi au pouvoir absolu. La finalité est bien de faire de l'argent avec de l'argent. Ce capitalisme est donc défini comme financier. C'est dans l'île de Ceylan que la VOC fera une première installation. Un premier billet de banque y circulera et on y récoltera thé noir et vanille blonde. C'est dans l'île de Java que la Compagnie hollandaise des Indes orientales installera l'établissement de Batavia, fondé par son premier gouverneur Jan Peterson Cohen, descendant de juifs moranes, auquel succédera Piètre de Carpentier, descendant de huguenots. L'île fournira le poivre long, le thé rouge et la vanille grosse gousse. À leur tour, les Moluques fourniront le très utile clou de girofle. Mais c'est dans les îles Banda que les Hollandais récolteront les très convoitées noix de muscade achetées aux Portugais et convoitées agressivement par les Anglais. Bien loin dans la mer de Chine, en Chine, la VOC importera les très recherchés porcelaines Wukai, les meubles laqués et les objets rares, la soie, la badiane, la cannelle noire et le poivre du Sichuan. La Compagnie hollandaise des Indes orientales atteindra le Japon des shogunats dans le Pacifique. Sa diplomatie active lui permettra l'octroi d'un permis de commerce et l'établissement de la factory à Nagasaki. Elle y négociera les soieries, les lacs Zeraku, comme le fameux thé vert. En 1652, Jean van Riebeeck débarque au cap de Bonne-Espérance au pied de la montagne de la Table, avec seulement 90 pionniers qui fondent la ville du Cap. Ils seront rejoints en 1688 par les 178 huguenots fuyant la France de Louis XIV. Ils y construiront leur demeure et planteront les pieds de vigne qu'ils avaient emportés du Luberon. Ils ouvriront les premières mines de diamants. En 1636, le capitalisme financier connaîtra son premier krach boursier, première bulle spéculative d'une longue liste. Charles Clausius, ambassadeur hollandais à Istanbul, avait ramené des bulbes de tulipes vicerois que lui avait confié le jardin botanique de la Sublime Porte. Clausius montra à un riche ami la tulipe viceroy. Celui-ci répandit la nouvelle de la beauté incomparable de cette fleur au forum de la bourse d'Amsterdam. La folie boursière s'empara des spéculateurs et l'on vit l'un d'eux en offrir 100 000 florins pour 40 bulbes, plus de 10 ans du salaire d'un maçon. Rien n'arrêtera cette folie spéculative malgré les avertissements d'une presse libre et bien informée. Ce qui devait arriver arriva. Les cours s'envolent de novembre 1636 à janvier 1637, puis s'effondrent en quelques jours entre le 1er février et le 9. La leçon sera rude pour beaucoup et fera l'objet de la gravure de la charrette des gogos. Philippe de Champaigne y consacrera sa magnifique Vanitas Vanitatis et Omnia Vanitas. Henri IV, roi de France et de Navarre,
premier Bourbon après les Valois à la mort d'Henri III, bénéficie d'une réputation de grandeur et de tolérance dans l'histoire officielle. La réalité est tout autre. Si la proclamation de l'édit de Nantes peut être portée à son crédit, sa valse hésitation entre le parti huguenot, mené par Henri de Drouhan, et le parti ultra-catholique par le duc d'Épernon, soutenu par la favorité conduite Henriette d'Entraigues et en sous-main la reine Marie de Médicis, favorable à l'Espagne, entraînera la déception, puis la colère de tous. L'histoire officielle a porté au nu le duc de Sully, ministre fidèle d'Henri IV. Force est de constater aujourd'hui qu'il ne mérite pas cette admiration. Sa politique d'enrichissement de l'État pour assurer l'entretien d'une puissante armée contre les Habsbourg catholiques imposera une fiscalité écrasante. Les impôts soulèveront la population. Maximilien de Béthune, duc de Sully, le grand et fameux Premier ministre, auteur de la loi des finances qui écrase la population, remplit les caisses de l'État plus qu'elles ne l'ont jamais été, certes, mais détourne des sommes considérables à son profit, comme en atteste la construction de son château, de son hôtel particulier et de nombreux autres bâtiments dans Paris et en province. On est loin de la poule au pot tous les dimanches, image d'Épinal ancrée dans les esprits depuis 400 ans. L'histoire de l'économie politique est pavée de tels mythes. On peut créditer Henri IV et Sully du premier véritable urbanisme à Paris. Le Pont-Neuf, achevé en 1607, et l'entrée dans l'île de la Cité, comme la place Royale qui sera nommée par la suite place des Vosges, en témoignent. On peut éviter de rappeler que le grand ministre Sully tirera de larges avantages de ses travaux. La finance et l'urbanisme trouveront là une première collusion anticipant le scandale du Centre national du logement 4 siècles plus tard. Le 14 mai 1610, le couteau de Francis Ravaillac d'Angoulême va jeter définitivement la France dans un catholicisme rigoureux, pour des siècles bloqué dans un mercantilisme et un bullionisme pur et dur, le colbertisme. Une économie politique totalement opposée aux groupes protestants, européens et nord-américains. Comment peut-on affirmer la justesse de cette analyse ? La veille, le 13 mai, un jour avant l'assassinat du roi, Marie de Médicis se fait officiellement reine de France, accompagnée du jeune Louis XIII, avant le départ imminent d'Henri IV pour les guerres contre les catholiques allemands. Quelques jours avant le fatidique 14 mai, Jacqueline d'Escomment révèle une conversation entre Catherine d'Entraigues et le duc d'Épernon où il est question d'atteinte à la vie du roi. Marie de Médicis ne tiendra aucun compte de cette accusation, ayant des sympathies appuyées pour ces personnages que détestait Henri IV. Témoin au procès de Ravaillac, à qui promesse de paradis avait été faite par le confesseur du roi, le tribunal, statuant sur l'absence totale de complicité, accusa Jacqueline d'Escomment de faux témoignages et la condamna à l'emmurement à vie. D'Épernon, honteux fils d'un obscur notaire de province, fait duc et vice-roi par Henri III, suppôt inconditionnel d'un catholicisme radical, soutenu par l'Espagne, mit tout en œuvre pour effacer les témoignages du procès, allant jusqu'à incendier les archives du Parlement. Les archives du Vatican, comme les mémoires de l'ambassadeur de Venise, confirment ces témoignages d'une façon irréfutable. En mai 1610, Louis, fils aîné d'Henri IV, n'a que 9 ans. Le royaume est dirigé par sa mère, Marie de Médicis, régente. Elle est sous l'influence funeste de Concino Concini et de son épouse Leonora Dori, dite la Galigai. Concino Concini a été fait maréchal d'Ancre et a détourné à son profit les 3/4 du budget du royaume. En 1614, sous l'autorité de la régente, le jeune Louis XIII, âgé de 13 ans, épouse Anne d'Autriche du même âge.
Marie de Médicis a réussi ce coup diplomatique favorable au parti catholique, à l'Espagne et aux Habsbourg. Le duc de Luynes, favori du jeune Louis XIII, alors âgé de 14 ans, décide l'assassinat de Concini et l'exécution de la Galigaille en 1615. Dans la confusion, il s'oppose à Marie de Médicis, qui rentre en conflit ouvert avec lui et se réfugie à Blois. Pendant la régence de Marie de Médicis, Richelieu mène une vive politique de réduction de l'influence des Huguenots protégés dans les places de sûreté octroyées par le défunt Henri IV. Ces places sont réparties entre le Dauphiné, les Cévennes et le Midi, dans le sud-ouest et le Béarn, sur les côtes atlantiques, spécialement à La Rochelle, port principal fortifié, et Nantes. À La Rochelle, Richelieu mènera un siège de 1627 à 1628 jusqu'à sa reddition. Richelieu va essayer d'aider le roi à reconquérir son royaume, à rétablir son état. Louis XIII est un homme jaloux de son pouvoir, timide, bègue, complexé, mais qui a en même temps une grande ambition pour la France. Il y a une correspondance parfaite entre les deux. Avec sa mère, la reine Marie, les relations du jeune roi sont nettement plus ambiguës. Car Marie de Médicis préfère son cadet Gaston. Mais Louis XIII est très respectueux de sa mère. Au fil des ans, Louis XIII se rapproche de Richelieu, ce qui retire de l'affluence à Marie de Médicis. Elle est jalouse des succès de Richelieu qui maintenant prend de l'autonomie, son indépendance, ne la consulte pas, prend des décisions qui ne lui plaisent pas, et peu à peu apparaissent des divergences politiques. Il faut imaginer Louis XIII tiraillé, déchiré, avec cette mère avide de pouvoir, cette mère qui sut peu à peu se rendre indispensable. Le roi soupire et tente d'arrondir les angles. Louis XIII a voulu maintenir l'ambiguïté, garder Marie de Médicis, qui est une femme autoritaire, vindicative, colérique, très difficile à gérer, paresseuse, pas très intelligente. Louis XIII a voulu maintenir l'entente entre les deux. Au début de l'année 1630, Richelieu a voulu s'allier aux puissances protestantes pour mener en Italie une vaste campagne contre l'Espagne très catholique. Pour Marie de Médicis, c'en est trop. Elle n'a jamais caché sa préférence pour l'Espagne et la papauté. Elle n'a dès lors plus qu'une idée en tête, écarter Richelieu, le chasser du pouvoir et mettre à sa place un de ses proches, Michel de Marillac. C'est alors qu'intervient un imprévu. À la fin de l'été 1630, le roi tombe malade. Il est pas loin de la mort et tout le monde pense que son frère Gaston va devenir Gaston Ier. Marillac commence à organiser le premier ministère Marillac. Louis XIII est harcelé par Marie de Médicis qui lui demande de se débarrasser de Richelieu. Il donne l'impression à Marie de Médicis qu'il va chasser Richelieu. Il cherche néanmoins à arranger les choses. Il voudrait que la paix revienne entre eux. Or, aux grandes dames de la reine-mère, Louis XIII s'accroche à la vie. Or, non seulement il ne renvoie pas Richelieu, mais il lui renouvelle sa confiance comme l'atteste cette lettre du 28 octobre. Le roi écrit « Je vous soutiendrai comme il faut. Assurez-vous toujours de mon amitié et je prierai Dieu de tout mon cœur qu'il vous tienne en sa sainte garde. » Marie de Médicis est exaspérée. Comment reprendre l'ascendant sur son fils? Le 10 novembre dans l'après-midi, lors du conseil privé qu'elle tient chez elle au palais du Luxembourg, elle retire purement et simplement au cardinal les charges qu'il occupait dans sa maison. Tout le monde attend la réaction du roi, seulement le roi ne bronche pas. Le lendemain, à 11 h, le roi, soucieux d'apaisement, vient s'entretenir avec sa mère. En le recevant, la mère fait fermer les portes. Elle ne veut pas que le cardinal vienne se défendre. Richelieu loge au Petit Luxembourg, juste en face. Dévoré d'inquiétude, il tente le tout pour le tout et se rend lui aussi chez la reine-mère.
Bloqué par les portes, Richelieu ressort et prend un petit escalier dérobé qui le mène directement dans la chambre de la reine. Entrant, il dit « Je suppose que vous parlez de moi ». Stupeur de Marie de Médicis, étonnement de Louis XIII. Marie de Médicis rentre en fureur, pousse des grands cris, en français, en italien, toutes les injures italiennes qu'elle connaît. Fier de son coup d'audace, Richelieu sort le grand jeu. Il se jette à ses pieds, plié jusqu'au sol, et pleure. Louis XIII est au supplice. Il finit par se retirer sans avoir pris la moindre décision. Ce silence vaut-il approbation? C'est ce que croit Richelieu. Il se retire et fait préparer ses bagages. Le roi, de retour dans ses appartements, retrouve son premier gentilhomme, son favori, Claude de Rouvroy, le futur Saint-Simon. Un homme de confiance qui, ce 11 novembre 1630, va jouer un rôle capital. Louis XIII, troublé, lui demande conseil. Sans hésiter, il conseille de garder sa confiance à Richelieu. Le roi ne dit rien, sauf « en route pour Versailles », où il a fait construire un pavillon de chasse. Richelieu se précipite chez le roi à Versailles. Louis XIII s'enferme avec Richelieu. Leur entretien va durer 4 heures. À son issue, le roi se décide enfin. Il renouvelle son soutien à Richelieu, un soutien désormais indéfectible. Louis XIII montre qu'il est véritablement le roi. C'est lui qui décide. Entre l'État et ma mère, j'ai choisi l'État, et je vais faire de la France un grand pays, et non un petit pays à l'ombre de l'Espagne. Au palais du Luxembourg, chez sa mère, c'est la stupeur. Marie de Médicis comprend qu'elle a perdu, et tous les gens qui étaient auprès d'elle, qu'elle avait choisi pour former le nouveau gouvernement et qui s'étaient réjouis de son succès, tous ces gens vont être tout à coup déçus. C'est la journée des dupes, car tous avaient été dupés, et c'est sous ce nom que l'histoire a retenu ces célèbres journées des 10 et 11 novembre 1630. Quant à Claude de Rouvroy, le fidèle conseiller, il sera bientôt fait duc de Saint-Simon, une récompense à la hauteur du service rendu. Quant à Richelieu, il aura désormais bien en main les rênes de l'État. Il ne les lâchera plus pendant les 12 années qui lui restent à vivre, 12 ans qui hisseront la France au sommet. Si le fondement de l'économie politique ne dépend presque qu'exclusivement que des grandes infrastructures, des événements semblant anodins comme ces journées des dupes entraînent parfois de brusques virages. Qu'aurait été une France dominée par l'Espagne et les Habsbourg au milieu du XVIIe siècle? En 1643, le futur Louis XIV n'a que 5 ans, et Anne d'Autriche, sa mère, 32 ans. On lui prête, sans doute à juste raison, une liaison avec George Villiers, premier duc de Buckingham, le plus bel homme d'Europe, surnom qui semble justifié. Il sera assassiné à 32 ans